Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi pour aborder le sujet du développement durable. C'est notre troisième webinaire sur cette thématique et on voit les noms des personnes qui se connectent. Là, il y a des fidèles qui sont là depuis le début des ateliers. Donc, on a choisi d'aborder avec vous en ce début d'après-midi les clauses environnementales, les achats à GEC et les indicateurs au travers du développement durable. Donc, la même formule que sur les ateliers précédents. L'objectif, c'est de repasser le contexte réglementaire et prendre bien en main cette réglementation autour du développement durable, réglementation et puis initiative déjà du terrain. Et puis, dans un second temps, on vous fera la démo des évolutions dans Marco de cette nouvelle licence Marco Développement Durable. Donc, nouvelle, elle existe depuis l'automne dernier, mais on continue de l'enrichir et c'est le pari qu'on a pris en animant des sessions récurrentes sur toute cette année 2023 autour de la thématique développement durable. Donc, je ne suis pas toute seule, je suis avec Frédéric Vallée. Et merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième épisode de nos webinaires développement durable. Donc, comme l'a dit Marie, aujourd'hui, ça va être un focus sur les clauses environnementales, en particulier sur la partie AGEC, des clauses environnementales. On verra un peu plus tard qu'on a prévu quelques évolutions à venir par rapport à cet article 58 de la loi AGEC. Et puis, on parlera également des indicateurs dans Marco qui ont fait leur apparition pour le développement durable dans cette version 3.53 qui vient de sortir avec la mise à disposition du Spazer notamment. Oui, c'est tout frais puisque la version elle est sortie la semaine dernière, le vendredi la semaine dernière. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. L'agenda, le contexte, Frédéric commencera par rebalayer le contexte du développement durable dans la commande publique, les clauses environnementales, achats à GEC et les indicateurs, comme on vient de le dire, et puis évidemment la démo de Marco sur la partie développement durable. Donc, le choix de parler de la loi AGEC, enfin des achats AGEC, c'est parce qu'on a beaucoup de demandes de votre part, tant au travers des matinées clients où on vous rencontre, que des questions qu'on a au travers de la hotline juridique notamment. On sent que c'est un sujet fort dans la pratique. De plus en plus, oui. Ben, je te laisse la main pour le contexte. Ok, c'est parti. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail du contexte, petit rappel sur ce qui s'est passé ces 3 dernières années par rapport aux aspects environnementaux dans la commande publique. Il y a eu pas mal d'évolutions assez récentes avec des textes importants que vous allez devoir prendre en main, et nous aussi d'ailleurs, au cours des prochains mois, des prochaines années. Premier d'entre eux, c'est la loi AGEC qui a été publiée donc, en février 2020 et notamment son fameux article 58 sur l'acquisition de biens issus de l'économie circulaire, texte qui a été complété un petit peu plus tard. Ensuite, on a vu apparaître dans les CCAG en avril 2021, lors de la mise à jour de ces CCAG, une clause environnementale générale qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'être là et d'inciter quand même les acheteurs à prévoir des dispositions en matière de protection de l'environnement dans les contrats. Ça reste une clause de principe, une clause générale qui doit être complétée si vous ne souhaitez pas déroger au CCAG, complétée dans le contrat, et c'est notamment l'objet des clauses environnementales telles qu'elles ont été développées dans Marco. On verra ça en détail lors de la démo. Après les CCAG, en août 2021, donc la loi climat et résilience, là aussi un texte très important en la matière, est venu apporter des modifications, des évolutions au code de la commande publique sur toute la chaîne de l'achat, donc ça va de la définition du besoin jusqu'à l'exécution des prestations, et donc sur toute cette chaîne de l'achat, il y a des obligations environnementales qui ont fait leur apparition, sachant que vous avez quand même là un délai assez important pour vous mettre en place pour la prise en compte de ces considérations environnementales sur toute la chaîne de vos achats. Et puis, fin 2021, l'article 58 de la loi AGEC a été complété d'abord en mars par un décret qui est venu préciser les catégories de produits concernés et les proportions minimales d'achat issus de l'économie circulaire à respecter, mais surtout
un arrêté donc en décembre 2021 qui est venu fixer les modalités de la déclaration annuelle à l'OECP, puisqu'on n'est pas sans savoir que vous devez désormais faire un recensement particulier, une déclaration particulière à l'OECP pour tous ces achats. Article 58 AGEC, donc ça concerne 17 catégories de produits que vous êtes susceptible d'acquérir. Voilà pour un rapide contour du cadre de la commande publique. Je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Et donc, nous, l'idée, c'est de vous proposer dans Marco de pouvoir gérer tous les aspects environnementaux de vos contrats. Ça passe évidemment par la rédaction des clauses. Mais on verra aussi que ça peut aller plus loin, notamment en termes de suivi et d'indicateurs. Pour revenir en détail sur le contexte, donc tout d'abord, les CCAG ont été adaptés et ont connu une évolution importante en 2021, puisque tous les CCAG sont concernés par cette clause environnementale d'ordre général dont je viens de vous parler. C'est une clause commune à l'ensemble des CCAG. Quel que soit le type de prestation, il y a cette clause de principe qui est prévue pour la première fois dans les CCAG. Et l'idée, c'est vraiment de prévoir systématiquement dans vos contrats des dispositions en matière de protection de l'environnement. Donc, cette clause de principe, elle s'impose aux acheteurs qui font référence au CCAG, sauf évidemment à ce que vous prévoyez une dérogation. Ça, c'est possible. Le contrat peut y déroger. Mais l'idée, c'est quand même de faire référence au CCAG et donc à cette clause de principe environnementale. Il y a quelques thèmes qui sont abordés dans le commentaire de l'article en question dans le CCAG, mais ça s'arrête là. Les CCAG ne vont pas très loin en matière de clause environnementale, puisque ça reste une clause générale, d'ailleurs c'est indiqué tel quel dans l'article en question. Donc il va être nécessaire pour vous en tant qu'acheteur de compléter les dispositions du CCAG dans votre contrat, ou alors d'y déroger si vous ne souhaitez pas y faire référence. Si vous décidez de prévoir des dispositions d'ordre environnemental, il va falloir prévoir quelque chose d'opérationnel que vous allez pouvoir contrôler, vérifier. Le CCAG est clair là-dessus. Il faut prévoir quand même une clause vérifiable. Et qui dit vérification dit potentiellement pénalité qui va avec. Et dans ce cas-là, vous allez fixer une pénalité librement. Il n'y a pas de pénalité prévue par défaut dans le CCAG. Et cette pénalité sera appliquée, sauf dérogation là encore, après mise en demeure. Donc, indispensable de compléter ces dispositions du CCAG au cas par cas, contrat par contrat. Et c'est pour ça que nous avons développé donc un écran qui est consacré exclusivement aux clauses environnementales, avec des clauses standards qui vous sont livrées dans Marco, qui sont quand même conséquentes, détaillées, précises et surtout opérationnelles. Voilà, pour la petite histoire, il y a d'autres dispositions en matière de protection de l'environnement qui ont évolué dans les CCAG 2021. Ça concerne l'emballage, le transport et la gestion des déchets, notamment pour les marchés de travaux. Deuxième élément de contexte qui va s'appliquer un petit peu plus tard que ce que prévoient les CCAG. C'est issu de la loi climat et résilience de 2021, notamment de son article 35. Les dispositions que vous voyez ici à l'écran, que vous connaissez certainement déjà, elles sont applicables pour l'instant à partir du 22 août 2026. Alors, il est bien prévu dans la réglementation, c'est au plus tard d'ici le 22 août 2026, donc ça peut arriver plus tôt. Mais pour l'instant, vous avez encore un peu plus de 3 ans pour mettre ça en œuvre. Ça vous laisse pas mal du temps. Certains acheteurs, certains élus le regrettent, ce délai-là. En tout cas, d'ici 2026, ça sera une obligation. Ça concerne donc, comme je l'ai dit, toute la chaîne de l'achat, notamment les 3 principaux aspects. La partie définition du besoin, puisque vous allez devoir prévoir des objectifs de développement durable dans la définition des spécifications techniques de vos marchés. Donc, ça veut dire des considérations environnementales dans les spécifications techniques. Deuxième point, ça concerne cette fois-ci les critères de jugement des offres, les critères de choix des offres. Vous devrez prévoir obligatoirement un critère de choix des offres, enfin un ou plusieurs, mais au moins un critère de choix des offres environnementales
à partir de 2026. Donc, ça sonne le glas du critère unique du prix. Ça veut dire aussi qu'il faudra pondérer de façon relativement importante ceux ou ces critères environnementaux pour leur donner vraiment une valeur forte au moment de l'analyse des offres. Si vous mettez évidemment un critère à 5% pour la protection de l'environnement et 95% pour le prix, le critère sera quasiment inopérant. Donc habituellement, on tourne aux alentours de 10 ou 15% pour l'importance de ces critères-là. Et puis troisième aspect, troisième point important, qui a valu là encore une modification du code de la commande publique, c'est l'obligation pour les acheteurs et non plus l'incitation seulement. Donc l'obligation de prendre en compte les considérations relatives à l'environnement dans les conditions d'exécution du marché, et ça dès le premier euro, hein, contrairement à ce qui est prévu en matière de clause sociale. Donc toutes les étapes de l'achat à terme vont être concernées par la prise en compte de cette dimension environnementale. Vous ne pourrez plus y échapper. Troisième élément de contexte, c'est ce fameux article 58 de la loi AGEC, qui est sorti en février 2020, donc, qui a créé une nouvelle obligation. Alors, la loi AGEC n'a pas apporté que ça, hein, comme nouveauté réglementaire, mais c'est la principale. Donc, nouvelle obligation pour l'État et les collectivités et leurs groupements. Ça veut dire que les établissements publics, donc les commerciaux, administratifs, ne sont pas concernés par cette disposition. Donc, obligation pour certains acheteurs d'acquérir des biens issus de l'économie circulaire selon des proportions qui sont fixées par type de produit. Donc, ça tourne entre 20 et 40% de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées. Cette loi AGEC, elle a été complétée tout d'abord par un décret qui est arrivé un an après et qui a listé les produits ou catégories de produits concernés par cette obligation d'utilisation de biens issus du réemploi, réutilisation, d'économie circulaire pour faire plus court. Seuls les marchés de fournitures sont concernés. La notice qui a été publiée suite au décret est très claire là-dessus. Ça ne concerne pas les marchés de travaux ni les marchés de services, mais uniquement les marchés de fournitures, et les parts minimales qui sont indiquées dans ce décret s'appliquent sur la dépense annuelle totale hors taxe sur la catégorie de produits concernés, sur le segment d'achat concerné. Et ça doit faire l'objet, pour couronner le tout, d'une déclaration annuelle spécifique à l'OECP, parallèlement à ce que vous faites déjà en matière de recensement. Pour les cas classiques, vous devez depuis l'an dernier faire une déclaration annuelle spécifique pour ces achats AGEC à l'OECP. Vous avez jusqu'à la moitié de l'année suivante pour faire cette déclaration. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait ou pas, il n'y a pas de sanction si vous oubliez de le faire. Mais en tout cas, c'est prévu d'ores et déjà au niveau de l'application REAP. Vous pouvez déposer ce fameux fichier Excel à transmettre donc chaque année à l'OECP, fichier Excel qui a fait donc l'objet de l'arrêté de décembre 2021 qui lui a fixé les modalités de déclaration de ces achats article 58 AGEC. La DAJ a trouvé bon, c'était une bonne chose d'ailleurs, de compléter cet arrêté par un guide vert du recensement, version qui a été actualisée en janvier dernier, pour vous aider à transmettre, à élaborer, à compléter, à transmettre ce tableau à l'OECP via REAP. Sur REAP, vous avez un espace dédié à ce tableau particulier. Et on peut dire qu'a priori, ça ne changera pas avec la fusion des données essentielles et des données du recensement. Vous devrez gérer cette déclaration, ce recensement sur REAP à part. Oui, tout à fait, tout à fait. Autre disposition un peu moins importante, mais que je tenais quand même à rappeler par rapport au contexte des achats durables et des clauses environnementales. Premier élément, ça concerne ce qui touche au label. Si vous êtes amené à utiliser un label, faites-le évidemment dans le respect des conditions prévues par
Le code de la commande publique, ne demandez pas un label comme ça un peu au hasard. Il faut évidemment que ça soit lié à l'objet du marché et que ça vous permette de mieux préciser et définir les prestations. C'est aussi une aide pour les entreprises qui vous répondent. Vous pouvez exiger un label en particulier. Ça peut être un écolabel. J'y reviendrai un peu plus tard puisqu'on a des zones prévues expressément pour ces écolabels dans Marco. Vous pouvez exiger un label particulier, mais il faudra aussi accepter, comme pour les marques, un label équivalent. Et si le candidat ne peut pas obtenir de label exigé ou de label équivalent, il peut encore après apporter la preuve par tout moyen que les caractéristiques de son offre répondent au label que vous avez exigé, label auquel vous pouvez faire référence en intégralité si la totalité du label correspond à l'objet du marché, ou vous pouvez faire référence de façon partielle si certaines exigences du label seulement sont liées à l'objet du marché. Donc ça, à vous de le prévoir après clairement dans votre cahier des charges. Dernier élément de contexte, ça concerne cette fois-ci, non pas de la réglementation, mais plus une feuille de route au niveau national sur les achats durables, c'est le PNAD, donc le plan national pour les achats durables 2022-2025. Simplement pour vous rappeler ici que ce plan comporte deux objectifs majeurs. Il y a un objectif concernant les clauses sociales et cet objectif-là, c'est 30% des contrats qui devront, d'ici 2025, contenir une considération d'ordre social. Il y a aussi un deuxième objectif qui, lui, concerne la partie environnementale. Et là, le chiffre est quand même assez important, parce qu'on peut difficilement faire plus, puisque 100% des contrats, d'ici 2025, devront contenir au minimum une considération environnementale. Donc, ça veut dire que tous les acheteurs vont devoir s'y mettre, parfois à marche forcée, mais intégrer au moins une considération environnementale dans chacun des contrats qu'ils vont passer d'ici 2025. Parallèlement à ça, le PNAD prévoit la mise en place d'un groupe de travail au niveau national qui va recenser et développer tous les indicateurs relatifs aux aspects environnementaux de la commande publique. Même chose pour les considérations d'ordre social. J'aurai l'occasion de reparler brièvement de ce groupe de travail dans quelques minutes. Voilà pour les éléments de contexte. Si on a des questions. Oui, il y a quelques questions. J'ai répondu quand c'était spécifique, mais j'en avais vu une. Oui, le nombre de produits à recenser, donc là on parle de la loi AGEC, j'imagine, est-il susceptible d'évoluer? Alors, comme toute réglementation, c'est susceptible d'évoluer. C'est pas prévu pour l'instant, enfin pas à notre connaissance. On n'a pas parlé de ça dans le cadre du groupe de travail sur les indicateurs auxquels nous avons participé récemment. Donc pour l'instant, non, on reste sur les 17 catégories de produits. Ça fait un peu plus d'une trentaine. J'ai le chiffre exact sur une slide suivante. Plus d'une trentaine de codes CPV. Donc nous n'avons pas d'évolution prévue à ce niveau-là pour le moment. Je pense que vous avez déjà assez de chats à fouetter avec les 17 catégories de produits. Non, après les questions, c'est plus des questions pratiques. Le support, je vais le mettre à disposition dans l'utilitaire du webinaire, le document à distribuer, donc vous pourrez le télécharger. Et sur les webinaires précédents, on essaye de les mettre sur la chaîne YouTube. Donc celui sur le Spazer, il est disponible sur la chaîne YouTube. Le premier, je ne sais pas, il faudrait que je m'en assure, mais on va vous donner le lien. Là, je l'ai mis dans les réponses, mais on a un QR code que vous pourrez flasher tout à l'heure. Où vous aurez accès à tous nos réseaux et notamment à la chaîne YouTube Agisoft où on publie nos webinaires, nos vidéos. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. On va essayer de la faire vivre de plus en plus. On a des équipes là qui adorent faire des vidéos. On voit que vous êtes réceptifs, vous clients, à ce support. Donc, on va faire des vidéos à la fois sur des astuces dans Marco, sur des produits de Marco que vous n'avez peut-être pas actuellement. Et puis, on va continuer à diffuser en replay nos webinaires au maximum sur cette chaîne. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Ok, merci Marie. Je vais passer maintenant à la partie Marco, l'extension développement durable. Et tout d'abord, les clauses environnementales telles que nous les avons prévues dans Marco développement durable.
Donc, nous avons créé un écran qui est entièrement dédié à ces clauses environnementales. Ça veut dire que sur cet écran, vous avez désormais 14 groupes de zones, tout compris, clauses environnementales, pénalités, notamment. Donc 14 groupes de zones qui sont entièrement consacrés à la rédaction des clauses environnementales de vos contrats. On verra ça dans quelques minutes. Comme le CCAG, les CCAG même, ne prévoient qu'une clause environnementale d'ordre général, nous avons pris le parti de vous proposer dans l'outil, et ça pour chaque notion métier, donc ça vaut pour la réduction des gaz à effet de serre, ça vaut pour les achats issus de l'économie circulaire, ça vaut pour la protection de la biodiversité, donc tous les thèmes abordés par les CCAG dans le commentaire. Donc pour chacune de ces notions métiers, nous avons prévu une clause type, qu'on a appelée clause standard, qui est détaillée et qui décrit des obligations qui sont vérifiables, donc qui peuvent faire l'objet de sanctions au final, si le titulaire ne joue pas le jeu par rapport aux clauses environnementales que vous aurez rédigées. Vous allez voir que c'est un simple choix à l'écran, et derrière quand même une clause précise, détaillée, surtout utilisable et vérifiable. C'est tout l'intérêt du système que l'on vous propose. On propose des clauses environnementales et on va même un petit peu plus loin puisqu'on a une rubrique qui est consacrée aux écolabels, là encore avec une clause type qui est prévue. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ça nous est revenu notamment suite aux bêta-tests qui ont été effectués l'an dernier. Nous avons rajouté une zone sur les autres conditions environnementales auxquelles nous n'aurions pas pensé. Ça vous permet de compléter tous les aspects environnementaux de votre contrat. Donc, on a un écran quand même qui est très fourni et qui vous permet d'aller chercher une ou plusieurs notions métiers quand vous rédigez vos clauses environnementales. Quelque chose de très intéressant en termes de rédaction. Et puis, le classique Marco, vous connaissez maintenant ça très très bien. Vous pouvez personnaliser les clauses standards que l'on vous propose, rajouter vos propres conditions, créer vos propres clauses, articles. Donc ça, évidemment, c'est toujours disponible sur cet écran des clauses environnementales et par rapport aux clauses associées. Voilà pour l'aspect des clauses environnementales dans Marco. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 58 de la loi AGEC, nous avons prévu sur cet écran des clauses environnementales des zones spécifiques aux actions en faveur de l'économie circulaire. Ça aussi, ça nous est remonté lors des bêta-tests. Ce sont des zones qui étaient souhaitées par les bêta-testeurs pour intégrer ces dispositions dans les contrats. Et donc, l'idée, c'est qu'avec ces nouvelles zones, vous allez pouvoir fixer les taux de biens issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, tel que c'est prévu par l'article 58 de la loi AGEC et toute la réglementation qui va avec. Et l'idée, surtout, c'est de sensibiliser et de responsabiliser le titulaire du contrat par rapport au respect de cette nouvelle obligation, puisque vous, derrière, il va falloir que vous déclariez, notamment auprès de l'OECP, les montants de dépenses prévues sur cette catégorie de produits, et vous allez devoir prouver le respect des taux prévus par les dispositions AGEC. Par rapport à ces dispositions AGEC, aujourd'hui, on en est là dans l'application. On a prévu un certain nombre d'évolutions. À l'avenir, c'est phasé. On ne va pas tout faire en même temps parce que ça demande du temps de conception et de développement, notamment pour le dernier point que vous voyez ici à l'écran. Ce qu'on a prévu tout d'abord, ça va se mettre en place assez rapidement, certainement en cours d'année. On a prévu de taguer les codes CPV article 58 sur toutes les notions métiers, tous les types de prestations qu'on trouve dans l'application, donc la préconsultation côté achat, la consultation côté rédaction procédure et le contrat côté SAM et STF. Ça fait 37 codes CPV au total qui seront identifiés article 58 AGEC quand vous irez chercher un de ces 37 codes CPV. On va aller un peu plus loin après, puisqu'on a prévu de mettre en place des statistiques assez simples sur les contrats qui portent sur ces 17 catégories de produits. Ça, c'est pour une aide à la déclaration à l'OECP. Il va falloir qu'on aille encore plus loin pour suivre les dépenses
et les taux prévus pour chaque contrat concerné, toujours par rapport à ces 17 catégories de produits. Encore un peu plus loin, mais là je m'emballe un petit peu, mais on envisage une saisie de contrat simplifiée, pas uniquement pour AGEC, mais ça sera utile pour la saisie des montants et des taux. Et puis, l'objectif final, j'espère qu'on y arrivera, c'est de générer ce fameux fichier Excel de recensement AGEC à déposer sur REAP, puisque au final, donc, nous aurons tous les éléments pour construire, alimenter ce tableau. Mais le chemin est encore long. Oui, non, mais c'est quelque chose. Enfin, on attendait aussi de voir là les arrêtés données essentielles au recensement, si ils incluaient ou pas le recensement AGEC. C'est pas le cas. Pas le cas. Donc, on va vraiment devoir bosser là sur vous fournir un outil pour pouvoir vous faciliter la tâche sur ce recensement qui est assez fastidieux. Il y avait, j'en profite, l'OAGEC, il y avait une question. Si je la retrouve, c'est sur les organismes soumis. Oui, toujours... Bonjour, je suis acheteur dans un syndicat mixte. Suis-je concerné par la loi AGEC? Sommes-nous considérés comme un établissement public? Alors, il me semble que c'est plus considéré, après à vérifier, mais comme un groupement d'acheteurs, un regroupement d'acheteurs, au même titre qu'un EPCI. Donc, j'aurais tendance à dire que vous êtes concerné par cet article 58 de la loi AGEC, mais après à vérifier. Oui, je suis comme toi. Pas mieux en tout cas. Si vous êtes considéré comme un établissement public, là, pas de souci, vous êtes exclu de cette obligation. Oui, c'est ce qu'il va falloir déterminer du coup. Mais syndicat mixte qui regroupe par nature plusieurs, plusieurs collectivités, ça se rapproche plus d'un EPCI. D'autres questions? Confirmez-vous que les OPH ne sont pas soumis à l'article 58? Oui, je confirme. On a déjà eu plusieurs fois la question. Les OPH sont des établissements publics locaux et donc, à ce titre, ne sont pas concernés par l'article 58 de la loi AGEC. La notice explicative de la DAJ est un peu plus claire sur le sujet. Dernière question, qui n'est pas en lien avec les précédentes. Est-ce que le suivi des dépenses est en lien avec les connecteurs issus des logiciels financiers? Oui, on aimerait bien boucler la boucle. En tout cas, c'est un des objectifs. Là, pour l'instant, Marco, il envoie des données au logiciel financier sur la partie contrat et tout ce qui est événement du contrat. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on aimerait bien travailler sur la récupération des données, donc des dépenses du consommé dans les logiciels financiers, pouvoir le récupérer dans Marco. Ça permettrait d'avoir des outils au niveau de l'achat plus pointu, avec vraiment toutes les bonnes données. Là, pour le coup, la boucle serait bouclée. Ça serait essentiel d'avoir ce retour pour pouvoir générer ce fichier Excel au final. Donc, on a bien ça en tête comme objectif. Pas d'autres questions? Pour l'instant, non. Je peux y aller. Alors, dernier aspect, là, on se projette un peu plus encore. Ça concerne les indicateurs. Les indicateurs achats durables dans Marco. Ça concerne aussi bien les considérations environnementales que les considérations sociales d'ailleurs. Ils font leur apparition, ces indicateurs achats durables, dans la version qui est sortie vendredi dernier, à deux niveaux. Tout d'abord dans le Spazer, puisque depuis vendredi dernier, vous pouvez rédiger votre Spazer avec Marco, et il y a tout un groupe de zones, une grille de saisie, qui permet de saisir des objectifs cibles et des indicateurs pour l'axe social, l'axe environnemental et même l'axe économique. Et donc, on propose comme indicateur par défaut des indicateurs considérés comme essentiels en matière d'achat durable. Ça concerne les contrats qui comportent un critère social et ou un critère environnemental, les contrats qui comportent une clause sociale et ou une clause environnementale, le nombre de marchés réservés, le montant de ces marchés réservés. Il y a quelques indicateurs qui sont prévus lors de la rédaction du Spazer. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir suivre ces indicateurs
pas uniquement de les fixer dans le spazer avec des objectifs cibles, mais aussi de pouvoir les avoir côté passation au moment de la rédaction des clauses et puis surtout côté exécution pour vérifier que tout ce qui se passe en termes d'exécution de contrat est bien raccord avec les objectifs, les indicateurs prévus dans le spazer. Donc aujourd'hui, on en est sur la phase du spazer et puis on va développer ça tout au long des autres modules de Marco. Ça, c'est le premier aspect pour les indicateurs achat durable dans Marco. Deuxième aspect, pour pouvoir boucler la boucle et contrôler que ce qui est prévu dans le spazer est bien respecté, sont les données développement durable qui sont désormais exploitables dans le module Marco décisionnel. Ça veut dire que toutes les datas des écrans développement durable en dehors des zones de texte, puisque là on ne peut pas faire de stats dessus, mais toutes les autres datas de ces écrans développement durable, elles sont désormais intégrées dans le décisionnel de Marco. Vous pouvez, avec le décisionnel, requêter et générer un certain nombre de tableaux de bord sur les publics concernés par les clauses sociales, sur le nombre d'heures d'insertion prévues, par contrat, pourquoi pas même faire une moyenne, par contrat, par type de contrat, par type de prestation, faire des stats sur les contrats qui comportent des objectifs d'économie d'énergie, des contrats qui comportent des écolabels. Enfin, voilà, toutes les notions métiers qui sont gérées sur les écrans développement durable. Et ça, c'est désormais exploitable via le module décisionnel en version 3.53. Voilà pour la partie indicateur dans Marco. Est-ce que tu peux rappeler en 2 mots à quoi sert le module décisionnel dans Marco? Le module décisionnel, c'est une sorte de gros requêteur. Ça vous permet de construire des tableaux de bord en vous appuyant sur toutes les données qui sont disponibles dans l'application Marco pour faire des statistiques, pour faire simple. L'idée, c'est ça. Et donc, tous ces tableaux de bord, après, vous présentez en interne, sur lesquels parfois vous communiquez aussi vers l'extérieur, peuvent être élaborés à partir des données disponibles dans Marco. J'avais d'autres questions, mais c'était encore sur les établissements soumis ou non à la loi AGEC. Donc, les OPH, on avait dit OK. Les établissements publics de l'État ne sont pas concernés par l'article 58 de la loi AGEC. A priori, non. Non. Ça concerne aussi bien les établissements publics locaux que nationaux. Oui, on est d'accord. Donc, ils sont soumis à la loi AGEC. Ils ne sont pas soumis à la loi AGEC. Enfin, l'article 58. Les établissements publics de l'État ne sont pas soumis à l'article 58 de la loi AGEC. Oui, c'est ça. Les établissements de santé sont-ils concernés? Si ils sont considérés comme des établissements publics, non. Est-ce qu'ils sont considérés comme des établissements publics administratifs de l'État? Il me semble que oui. Dans ce cas-là, les centres hospitaliers ne seraient pas concernés. À vérifier. Et c'est à peu près tout au niveau des questions. Okay. Oui, après, c'était sur le module décisionnel, oui, qui est une question, est-ce qu'il est à jour, de la mise à jour de la version 3.53 de Marco? Oui. Oui, puisqu'il embarque justement ces data développement durable. Ouais. Pour terminer sur la partie indicateur, ça c'est plus pour information, mais nous, ça va nous aider aussi à aller plus loin en termes d'indicateurs dans Marco. Nous participons au groupe de travail sur les indicateurs achats durables que la DAJ a mis en place en début d'année. C'est un groupe de travail qui est prévu aux actions 21 et 22 du PNAD. Vous pouvez consulter le PNAD, hein, vous verrez qu'il y a bien un groupe de travail qui a été prévu. Alors, il va être mis en place un peu plus tôt. Mais bon, voilà, ça a pris un petit peu de retard. Ce qui est important, c'est que ce groupe de travail soit désormais à l'œuvre. Et la première réunion du groupe de travail a eu lieu le 22 mars dernier. Nous avons participé à ce groupe de travail qui s'est réuni sur Paris. Il y a une deuxième réunion prévue à la fin du printemps. L'idée, c'est de pouvoir ensuite mettre à disposition des acheteurs un référentiel des indicateurs en matière de considération sociale et de considération environnementale. Donc, un référentiel des indicateurs incontournables en la matière
indicateur que vous retrouverez bien sûr dans Marco. C'est tout l'intérêt pour nous de participer à ce groupe. Voilà pour le contexte qu'on a prévu dans Marco. Et maintenant, je vais procéder à une petite démonstration de ce qu'on a prévu en matière de clause environnementale, notamment. Je vais me reconnecter parce que j'étais un petit peu bavard. Pris note que les établissements publics de l'État ne sont pas concernés. CCI. Mais on va essayer de ne pas vous faire de bêtises non plus. Alors, CCI, j'ai un doute, parce que CCI, c'est considéré comme une chambre consulaire, ouais. Au même titre que les chambres des métiers d'artisanat. Donc, j'ai peur que vous soyez concerné oui, moi aussi, par c'est ce que l'article 58 de la loi. J'étais partie vérifier en le disant à haute voix. Donc, je vais aller directement sur l'écran des clauses environnementales. Passer en revue les zones de l'écran et puis on verra ce que ça donne en termes d'édition dans le CCAP. Donc, on a cet écran clause environnementale qui est accessible avec l'extension développement durable. Juste pour rappel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont pas encore vu, cette extension, elle s'active à partir de l'écran conditions particulières de participation. Ici. Et j'ai un groupe de zones développement durable avec une case à cocher, extension développement durable. Quand je coche la case, j'ai accès à mes écrans spécifiques développement durable dans le CCAP, écrans qui sont marqués par cette feuille verte. Donc, clause environnementale, j'ai choisi de prévoir une ou plusieurs conditions d'exécution à caractère environnemental dans mon contrat. Donc, j'ai accès à l'écran des clauses environnementales qui est ici. Vous allez voir qu'on a un certain nombre de sujets prévus sur cet écran. Tout d'abord, soit vous faites référence au CCAG, soit vous faites référence à d'autres conditions, mais dans ce cas-là, il faudra tout rédiger vous-même. Et puis, derrière, donc, on aborde les différents thèmes prévus dans le commentaire de la clause générale du CCAG. Vous voyez qu'on a un groupe de zones par thème. Réduction des prélèvements des ressources, composition des produits. Ça, c'est la partie AGEC, donc un peu plus musclée. Je vais y revenir tout de suite. La partie économie d'énergie, là aussi, suite au retour des bêta-testeurs l'an dernier, on a musclé ce groupe-là pour aller beaucoup plus loin et préciser notamment la part d'énergie renouvelable attendue quand vous voulez insister sur ce sujet-là. La prévention de la production des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts sur la biodiversité, la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales, d'autres obligations environnementales qui ne sont pas prévues dans les zones du dessus, la partie consacrée aux écolabels, et puis, à la fin de l'écran, la partie sur les pénalités pour manquement aux obligations environnementales, avec la possibilité de prévoir une pénalité identique pour chaque manquement ou des pénalités spécifiques. Et là, c'est un tableau qui s'affichera à la place de ces zones-là. Donc, je vais repasser sur les différentes zones. Vous voyez que, comme le CCAG ne prévoit pas de clause spécifique par notion métier, nous avons prévu ce qu'on appelle les conditions standards. Ceux qui connaissent le module concession connaissent déjà ce système-là. C'est comme si on avait rédigé des clauses d'un CCAG en fait. Donc, on propose des clauses types qui sont adaptables évidemment. Et vous avez la possibilité de prévoir vos propres conditions si vous voulez vraiment rédiger de A à Z vos conditions spécifiques. Je vais rester sur conditions standards, sur l'ensemble des sujets. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne en termes de clauses concrètement dans le CCAP. Petit focus quand même sur la partie AGEC, puisque ici, pour tout ce qui touche à l'économie circulaire, j'ai la possibilité soit de prévoir les dispositions conformes à l'article 58 AGEC, soit d'autres conditions. Dans ce cas-là, l'écran va s'alléger, va se simplifier. Je vais rester sur l'article 58 AGEC avec des proportions minimales fixées
Ça veut dire que dès le départ ici dans le contrat, vous allez indiquer à l'entreprise, au futur titulaire, qu'il devra prévoir dans ses prestations un taux de biens issus de l'économie circulaire et parmi ce taux, un autre taux de biens issus du réemploi et de leur réutilisation. Donc là, on est vraiment complètement en raccord avec le dispositif AGEC. Et dans ce cas-là, on vous obligera en dessous à préciser les modalités de suivi et de contrôle. Par exemple, le lot concerné, est-ce que vous allez faire un contrôle mensuel avec des personnes en particulier, ça va être fait par un service en particulier. Donc tout ça, il faudra le définir dans cette zone-là. Voilà pour cette partie AGEC. On a développé le même type de fonctionnement pour tout ce qui est économie d'énergie et développement des énergies renouvelables, puisque on s'est aperçu qu'il fallait notamment prévoir une période de référence pour contrôler les résultats en matière d'économie d'énergie, et puis également prévoir, pour tout ce qui est énergie renouvelable, une part, un taux minimum d'énergie renouvelable tel que vous l'envisagez, tel que vous l'attendez dans l'exécution des prestations, avec là encore des modalités de suivi et de contrôle à compléter de votre côté. Petite question là, qui est liée aussi à la manière dont on a monté les écrans. Si on fait le choix conditions standards, est-ce considéré comme une dérogation au CCAG ou comme une réponse à la clause généraliste au final, ou comme une précision à la clause générale? Alors, c'est un complément de la clause générale. C'est ce que prévoit d'ailleurs la clause générale du CCAG. Si vous ne prévoyez rien du tout en matière de protection de l'environnement, en considération environnementale de votre contrat, là, on considère que c'est une dérogation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et donc, vous dérogez. Dès que vous prévoyez un petit quelque chose en matière de protection de l'environnement, ça veut dire que vous respectez le dispositif du CCAG, mais le CCAG est très clair là-dessus. On est sur une clause environnementale générale, et donc c'est le contrat qui doit venir préciser les obligations à respecter par le titulaire, sachant que ces obligations doivent être vérifiables. Ce sont les termes utilisés dans les clauses générales des CCAG. Et donc nous, là, en fait, on vient en complément, en précision du dispositif du CCAG, et donc on ne déroge pas, dans ce cas-là, au CCAG. C'est vraiment un complément. Une autre question, est-ce que cette version de Marco est déjà déployée chez les utilisateurs? Oui, on a environ 70 organismes, je crois, qui nous ont suivis déjà sur cette licence développement durable. Et on a plein d'entre vous, plein de comptes qui nous rejoignent chaque semaine sur cette nouvelle licence, qui est une licence commercialisée, puisqu'il y a eu la question, j'ai répondu à certains d'entre vous, mais bon, je ne sais pas si tout le monde voit bien les réponses. C'est une nouvelle licence qui est commercialisée, donc un nouveau module, même si c'est pas présenté de la même manière que les modules, puisque comme vous le montre Frédéric, la boîte à outils en fait développement durable, elle est à la fois dans rédaction, on l'a aussi on a des choses en procédure, dans SAM, donc c'est un peu dans les différents modules de Marco, et en transversal avec le spazer et le suivi des indicateurs. Et on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une licence qui a vocation à s'enrichir de nombreux outils. On en parle là depuis le début du webinaire. Il y a plein de choses qu'on va livrer à chaque version. On livre des nouveautés dans le développement durable de Marco. Donc, on vous attend très nombreux sur cette nouvelle licence et nouvelle version de Marco développement durable. OK, après avoir passé en revue donc, les différentes zones de l'écran, quand on n'est plus sur la loi AGEC ou la partie énergie, la saisie un peu plus simple, mais on a toujours les conditions standards et vous allez voir à quoi ça correspond après. En termes de clauses, les pénalités, bon, ça c'est du classique. Pénalité sous forme de pourcentage, de montant, de fraction. Petite nouveauté, c'est la formule. C'est vous qui rédigez la formule que vous souhaitez utiliser pour le calcul de la pénalité. C'est un cas qu'on ne gérait pas jusqu'à présent. On va aller voir maintenant dans l'édition ce que ça donne en termes de clauses. Parce que finalement, en termes de saisie, ça reste relativement simple. En dehors de l'énergie et de l'AGEC, où là, c'est un peu plus détaillé et précis. Donc, j'ai un article, clause environnementale désormais,
dans le CCAP ou dans le marché subséquent. Vous êtes sur un marché subséquent suite à un accord cadre. Et j'ai un sous-article pour chaque thème abordé avec quand même des dispositifs précis, un engagement fort à chaque fois du titulaire. Maintenant, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit un petit peu plus petit que sur l'écran. Voilà, sur la composition des produits, par exemple, il y a un engagement du titulaire avec un certain nombre de dispositifs à respecter et donc une pénalité qui va aller avec si vous prévoyez donc cette clause-là. Pour tout ce qui touche à la loi AGEC, on a encore un peu plus musclé la clause puisqu'on est venu tout d'abord rappeler ce qu'était le réemploi, ce qu'était la réutilisation, ce qu'était le recyclage, quelques définitions pour caractère de pédagogie auprès des entreprises, auprès de vos fournisseurs. Et ensuite, on a la clause détaillée, le rappel du dispositif AGEC, les seuils, les taux concernés, les modalités de suivi de contrôle qui sont récupérées ici. Et je continue pour la partie économie d'énergie, même chose, avec la part minimale d'énergie renouvelable à utiliser par le titulaire, la période de référence en matière de consommation d'énergie. Et donc voilà à quoi correspondent ces conditions standards. Vous voyez que c'est un simple clic à l'écran dans une liste déroulante, mais derrière on a quand même une clause qui est quand même à chaque fois précise, avec des obligations vérifiables, et donc qui peuvent être sanctionnées, enfin, qui peuvent donner l'objet à sanction si le titulaire ne respecte pas les obligations prévues dans le contrat. Et ça vaut comme ça pour l'ensemble des notions métiers abordées sur l'écran des clauses environnementales. Et sur la partie écolabel, là aussi on a une clause quand même qui est détaillée pour vraiment inciter l'entreprise à respecter ce dispositif. Donc voilà pour les conditions standards, les clauses environnementales telles que nous avons prévues dans Marco, avec quelque chose de précis et détaillé sur la partie AGEC dans cet article sur les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Est-ce qu'on a quelques réactions sur le… Oui, non, ça réagit pas beaucoup. Je vous provoque un peu. Si on a une question sur la data dans le module décisionnel, est-ce qu'il est possible de montrer comment est matérialisée la data dans le module décisionnel sur la partie développement durable? Là, il me semble qu'on n'avait pas prévu de le montrer, mais on fera un point spécifique avec la personne qui souhaite voir ce qu'il y a déjà de livré. Je l'ai noté, hein, j'ai répondu en ce sens. Bon, ben merci, merci Frédéric. Vous pouvez nous poser des questions, profitez-en. on est là pour ça. Ouais, il nous reste quelques minutes pour échanger avec vous. Voilà, donc comme on l'a dit, cette boîte à outils développement durable, elle va s'enrichir. Hein. On travaille activement à spécifier de nouvelles choses et à les développer pour vous les livrer dans les prochaines versions. Là, il y a une version bien complète qui vient de sortir le 7 avril avec la possibilité de rédiger votre spazer. N'hésitez pas à aller voir aussi le webinaire où on avait présenté la rédaction du spazer. Hein. Je vous ai mis le lien YouTube, donc vous y aurez accès. Et on continue de travailler avec vous sur ces sujets, donc d'organiser des sessions de webinaire. On n'a pas encore défini le thème du prochain. On sait la date, ça sera le 6 juin. Vous pouvez déjà vous inscrire. Je sais que la dernière fois, ah oui, on peut saluer ça. La dernière fois, vous aviez été très nombreux à vous inscrire un peu à l'aveugle sans savoir quel serait le thème de l'atelier numéro 3. Donc ça, c'est chouette. Vous prenez l'habitude de ces rendez-vous, puis nous aussi, c'est
c'est important de garder un fil conducteur avec ce sujet, hein, puisqu'on vit un véritable virage dans la commande publique vers un virage vert et inclusif, où vous avez besoin d'informations et d'outils, et nous, on a besoin de comprendre aussi comment vous travaillez, quels sont vos besoins de terrain sur vos territoires. Vous n'avez pas tous les mêmes attentes non plus. Donc, cet échange, il est nécessaire tant pour vous que pour nous. Donc, vous avez déjà la prochaine rencontre. Là, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis le support dans l'interface du webinaire sur la droite de l'écran. Vous devez avoir documents à télécharger. Il est disponible. Ouais, c'est bon. Alors ça, c'était juste pour rappeler que cette licence, comme tu l'as dit Marie, est une licence évolutive et qu'il y a beaucoup de fonctions prévues dans les mois et les années à venir. Donc, oui, c'était un petit peu notre feuille de route au départ. Alors bon, elle ne sera pas forcément suivie à la lettre. Ça bouge en fonction des retours terrain, parce que notamment le spazer n'était pas prévu aussitôt, et puis finalement on a eu pas mal de retours sur le sujet, ce qui fait que nous avons développé le spazer pour cette version qui vient de sortir. Il y a pas mal de choses encore à développer, prévues pour cette extension développement durable. Et puis je vais peut-être te laisser. J'étais en train de lire les questions. Peut-on avoir le nom exact du module développement durable? C'est son nom, Marco développement durable. Pour y avoir accès, je le répète, c'est un module qui est commercialisé, donc il faut vous rapprocher de nos équipes pour avoir un devis. Et dès que vous nous passez commande, on l'active sur votre base et vous avez accès à tout ce à tout ce que Frédéric vient de vous présenter. Eh bien, on va finir effectivement sur un rendez-vous là en physique pour le coup, à notre journée club de Montpellier. Donc, ça aura lieu le 22 juin au château de Flaugières et on vous attend très nombreux. Vous êtes déjà nombreux à souhaiter participer, à vous être inscrits. Donc, le programme, on commencera par une table ronde commande publique et dématérialisation avec des témoignages de clients sur ce qui a pu être mis en place dans leurs différents organismes. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à revenir vers moi. La table ronde, elle n'est pas complètement bouclée. Donc, voilà, je prends toutes les bonnes initiatives, volontés de porter vers d'autres clients ce que vous avez pu mettre en place grâce à Marco. En termes de commande publique et dématérialisation, c'est large et c'est un peu exprès. L'objectif, c'est de toucher à la fois des petites structures comme des plus grosses. Donc, c'est intéressant qu'il y ait une table ronde avec des représentants de différents organismes. On abordera évidemment les nouveautés produits et services Marco et AW Solutions aussi. On va présenter les deux feuilles de route et les avancées produits à la fois sur Marco et sur la démat. Et on innove sur cette journée de Montpellier, puisqu'on a décidé d'organiser des ateliers l'après-midi. Enfin, on n'innove pas complètement. On avait déjà fait par le passé des formules d'ateliers, mais en tout cas, on innove sur les thématiques, puisqu'on aura un atelier data pour travailler sur la construction des tableaux de bord commande publique, et pourquoi pas développement durable aussi, du coup, puisqu'on a les données. Ouais. Et un atelier initiation au legal design. Donc, le legal design, c'est un sujet qui monte fort dans la commande publique. D'ailleurs, on est en train aussi d'y travailler pour améliorer vos éditions dans Marco. Et puis, on le fait déjà au travers des infographies qui sont publiées par notre équipe juridique sur les réseaux sociaux et sur le blog Achat Solutions. Donc, l'objectif, c'est de vous sensibiliser, initier au legal design au travers d'un atelier. Donc, je pense que ça va être assez sympa de participer à ces ateliers. L'idée, c'était que ça ne soit pas une journée complètement figée avec que des conférences, mais qu'il y ait un peu d'émulation entre nous et puis entre vous, hein, puisque vous êtes là aussi pour vous rencontrer. Et on finira par la grande conférence juridique sur l'actualité réglementaire et jurisprudentielle, puisque c'est toujours un temps fort de ces journées clients. Donc, vous devez avoir le lien, je vais le mettre de toute façon sur le dashboard de Marco, le lien pour s'inscrire à la journée client. Je vais faire ça juste après le webinaire. Et inscrivez-vous vite parce que les places vont être limitées.
On a déjà, je crois, je disais 70 inscrits. 70 inscrits. Voilà, donc c'est le moment de vous inscrire si vous voulez être avec nous le 22 juin. Je ne sais pas si j'avais mis un slide avec le QR code que vous pouvez. Alors, le QR code, vous pouvez le flasher avec votre smartphone, je vais y arriver. Et vous aurez accès à la fois au LinkedIn Marco par Agisoft et à la chaîne YouTube et au blog Achat Solutions où sont publiées les fameuses infographies et puis également toute l'actualité juridique et réglementaire qui est décortiquée par nos experts. Donc, je vous invite à nous suivre activement sur les réseaux. C'est le gage pour vous à la fois d'être informé sur le produit, sur les évolutions de Marco, d'être informé aussi des sessions webinaires comme celle-ci et d'avoir un maximum d'informations commande publique au sens plus large là pour le coup. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on échange régulièrement. J'ai vu plein de noms connus présents aujourd'hui. Et on va vous mettre le replay. Alors, le replay de ce webinaire, il va être disponible que sous un jour ou deux. Soyez pas trop impatients. Il sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, vous scannez le QR code et vous avez accès à notre chaîne YouTube. Et dans 2 jours, le webinaire d'aujourd'hui sera disponible en replay pour vos collègues si vous souhaitez le diffuser. On a une dernière question sur ce que risque une collectivité territoriale qui n'enverrait pas de déclaration AGEC, a priori. Alors aujourd'hui, rien. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucune sanction prévue en la matière, mais ça ne nous empêchera pas, nous en tout cas, de mettre en place des outils pour vous aider dans cette déclaration. Mais aujourd'hui, le risque est nul si vous ne déclarez pas. Oui, mais surtout, on vous incite à déclarer, parce que on veut garder de bons rapports avec l'État. On vous aidera pour ça en tout cas. Voilà. Bon, on a fini et on a tenu le timing en plus, parfait. On se disait que ce n'était pas le créneau idéal, le début d'après-midi, qu'on avait tendance à être un peu en mode sieste et digestion, qu'on préférait la fin de matinée. Mais bon, là, vous avez été super nombreux à participer et on vous en remercie. On vous a gardé éveillés dans ce début d'après-midi. Ouais. Vous allez pouvoir faire une nouvelle pause café. Oui, on va y aller aussi. Merci en tout cas à toutes et à tous. Eh ben, merci également. Et puis, très bon après-midi et rendez-vous le 6 juin pour le prochain atelier autour du développement durable.